Salut, salut tout le monde, bienvenue, salut magnifique peuple de la francophonie consciente, les nouveaux hommes, les nouvelles femmes de ce nouveau monde, et merci d'être là. J'ai envie de vous présenter une nouvelle création, un nouveau format, toujours au service de la même chose, toujours au service de ce masculin qui réémerge, ce nouveau masculin, ce masculin sacré. Et en fait, je me dis, quoi de mieux pour ça que de le faire directement à la rencontre de ceux qui l'incarnent. Et de ceux qui l'incarnent vraiment dans l'action, au service de l'émergence concrète de notre nouveau paradigme. Et là, clairement, qui de mieux que ce frangin qui m'accompagne aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà aperçu, par-ci, par-là, sur Internet, peut-être à l'époque dans des salles de cinéma, lorsqu'il avait co-réalisé un reportage, ou alors plus récemment là à la télévision sur des chaînes nationales carrément, pour la sortie de son livre. Il est co-créateur à l'origine d'un mouvement citoyen, on va dire, avec sa compagne, Caroline, qui porte le même nom, qui est éponyme au livre qu'il vient de signer, La désobéissance fertile. Je veux parler de Jonathan Attias. Il est professeur de communication politique à l'université et pourtant il vit dans la forêt. Il est auteur et père de famille. Et pour moi, en fait, Jonathan, il incarne littéralement ces grandes valeurs de la chevalerie. C'est le chevalier au sens le plus noble du terme qu'on peut trouver aujourd'hui dans notre monde moderne. C'est pour moi un immense honneur, un immense plaisir d'être là avec toi, Jonathan. Wow. Merci et bienvenue. Bon, je lui ai fait une présentation aussi éloquente, élogieuse. Merci infiniment. Et moi aussi, je suis très très heureux de faire cet échange parce que j'ai jamais eu l'occasion encore de pouvoir échanger ou m'exprimer sur le masculin sacré. Et en plus de cela, avoir fait ta rencontre il y a quelques mois de cela, ça a vraiment bouleversé quelque chose dans ma vie de très fort et qui a éveillé en moi cette envie d'aller plus dans cette intériorité de mon être en tant qu'homme, en tant que père, voilà, en tant qu'humain. Et je trouve que nos échanges, moi, m'inspirent énormément. Et donc, je suis ravi en fait qu'aujourd'hui on puisse partager cela à nos frères, à nos sœurs, et nous aussi grandir à travers cet échange. Voilà, je crois que tu l'as structuré en plus en plusieurs parties. Ouais, du coup, j'aimerais pouvoir amener un cadre à comment est-ce que ça va se dérouler. On va d'abord venir à la rencontre de Jonathan. On va venir voir un peu qu'est-ce qu'il a amené là où il est aujourd'hui, quelle est un peu son histoire et quelle est aussi sa vision. Ça, ce sera une deuxième partie, vers où il veut aller, quelle est sa vision pour lui, pour le monde qui l'entoure et pour l'homme, pour la femme en général du nouveau monde. Et puis ensuite, on va venir discuter de ce que c'est que ce nouveau masculin, ce que c'est que d'incarner un nouvel homme selon la vision de Jonathan, selon la mienne, et qu'est-ce qu'en même temps, voilà, il naît de cette rencontre. Et pour commencer, en fait, j'aimerais bien apporter un petit peu de contenu à ça, de donner un petit peu à ceux qui nous écoutent un petit point d'ancrage sur le fait que voilà, on s'est rencontrés il y a quoi il y a quelques mois de ça, il y a peut-être 4 mois, ouais. C'est ça. Hein. On s'est rencontrés en plein confinement alors que des gens avaient décidé de quelque part désobéir pour danser, quoi. Et qui voulait nous empêcher de nous rencontrer en fait. Exactement, et nous on s'est rencontrés quand même. On a dépassé cette injonction pour célébrer la vie à travers une danse extatique justement auquel tu nous invitais à découvrir et ça a été une ouverture énorme en fait de croiser des frères en fait. Je pense à toi, à Zach notamment. C'est éblouissant parce que souvent on ne s'autorise pas, tu vois, de nous ouvrir, de ce dont on parlait un peu aussi auparavant, c'est faire tomber nos armures. Nous, je crois que les hommes, on a vraiment ce bouclier lorsqu'on va se rencontrer, comme s'il y avait deux béliers, tu sais, qui allaient rentrer dans une arène. Et même s'il y a tout un polissage de courtoisie qui anime nos échanges, au fond, on sent qu'il y a une énergie où qui va être le dominant. Et là, c'était pas du tout ça. Et moi, ça m'a fait un bien fou, en fait, de me dire, ok, je suis avec des amis, même si on ne se connaît pas encore, je suis avec des gens qui juste sont dans la bienveillance et donc je peux être moi sans avoir à mettre cette carapace qui est fatigante en fait parce que
Nous ne sommes pas soit des êtres de représentation, soit des êtres dominants. On est bien plus que cela. Et en fait, on oublie qu'on peut être aussi, tu vois, avoir des frères, vraiment se sentir en sécurité par rapport à ça. Et les cercles d'hommes qu'on commence à faire ensemble, parce que c'est tout jeune, tout récent, et c'est toi qui m'amène à ce monde-là, bah, pour moi, ils sont très puissants et très forts parce qu'ils vont réveiller beaucoup de choses, à la fois peut-être des blessures où j'ai jamais été chercher encore, mais aussi et surtout tout le potentiel que je peux être et que je m'autorise à être, voilà, que je n'ai pas encore été. C'est vrai qu'à cette occasion de notre rencontre, c'était une des choses peut-être les plus magiques qui s'est produite, c'était de voir que en se rencontrant sans se connaître, il y avait cette possibilité très rapide de voir émerger, peut-être par l'acceptation de la vulnérabilité, bah, la réelle force qu'il y avait derrière. Et cette réelle force, elle a amené à des termes très rapidement qui, moi, sont restés en moi, qui sont toujours là. Ce terme de chevalier, ce terme de quelque chose dont j'aimerais qu'on parle aussi peut-être un petit peu plus tard, qui est cher à ton cœur, mais aussi à celui de ta compagne, Caroline, qui est vraiment le concept de, voilà, tu me dis si je me trompe, mais les termes que tu utilises, c'est militantisme sacré. C'est bien ça? Tout à fait. Ouais. Ouais. Alors, on y reviendra un petit Ouais, peu. volontiers, vraiment. Donc ça, c'était il y a 4 mois, on se rencontre, voilà, depuis, comme tu dis, on s'est rencontrés aussi entre hommes pour voir qu'est-ce qui pouvait émerger de ça, pour voir de manière concrète ce qu'on veut amener dans le monde, pas juste de manière rêvée, mais vraiment dans la matière, qu'est-ce qu'il peut y avoir de fait. Aujourd'hui, on se retrouve là et puis on se retrouve encore, voilà, plein de joie, plein c'est vraiment des moments très agréables de te retrouver, toi, Thomas aussi qui était avec nous, voilà, cette fraternité qui se crée, qui est vraiment chère à mon cœur, et surtout le côté vraiment hyper inspirant. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de fournir là à travers ces rencontres, c'est le fait que ces hommes inspirants sont inspirés et du coup peuvent être une inspiration pour d'autres qui à leur tour inspirés deviendraient inspirants. Et voilà, cette chaîne-là qui a déjà commencé et qui va se poursuivre vers la création d'un nouveau monde, à mes yeux, elle commence par notre histoire un petit peu personnelle, ce qu'on appelle dans certains courants néo-jungiens le monomythe ou le voyage du héros. Cette histoire selon laquelle voilà, on a tous une légende et que cette légende elle commence avec une certaine situation qui est remise en question par quelque chose qui se passe et qui nous amène sur une quête. Au terme de cette quête, on a un cadeau à offrir au monde et puis souvent une nouvelle quête commence, etc. etc. Et j'ai envie de te demander, toi, c'est parti d'où? Comment c'était avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, raconte-moi un petit peu tout ça, s'il te plaît. Ok. C'est curieux, c'est pour ma curiosité, Ouais, bien sûr. et puis c'est pour celle des autres aussi. En fait, moi j'ai grandi donc, à Paris, en pleine ville, dans un milieu assez bourgeois, assez culturellement privilégié et aussi avec beaucoup d'amour de la part de mes parents. Et donc, il y a eu tout un archétype auquel il a fallu se conformer, qui est fait de conventions sociales, d'avoir une haute position dans la société, d'avoir un niveau d'éducation à travers les écoles, parce que j'ai fait 5 années d'école de commerce, puis un autre Master 2 à la Sorbonne, donc qui va asseoir une position sociétale. Et en fait, je suis arrivé à ce moment, à la fin de mes études, où est arrivée la crise économique de 2008. Et donc, ça a vraiment mis en vrille toutes mes croyances jusqu'alors, le fait que ce système s'effondre une première fois, parce que j'étais persuadé que le libéralisme jusqu'alors était le système le plus vertueux, et moi je voulais m'insérer véritablement dedans. Et en fait, je suis passé par une très grande phase de déprime et même de dépression, en voyant que beaucoup d'informations qui m'avaient été communiquées jusqu'alors avaient été erronées, que ce soit à la fois sur le modèle économique, sur les conflits géopolitiques, sur la gestion de notre santé, de notre corps, tous les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir, notamment sur la vaccination. Parce que moi, en fait, un des points de vrille, c'est que je m'étais fait vacciner par le H1N1, parce que c'était la condition sine qua non pour que je puisse vivre à l'étranger, pour mes parents, aux États-Unis. Et en fait, je suis devenu un peu narcoleptique à ce moment-là, sans le comprendre, avec des pertes de mémoire très fortes. Et ce qui m'a amené à véritablement questionner, mais qu'est-ce que je me suis mis dans mon corps, en fait? Parce que jusqu'alors, j'avais une pleine confiance dans l'institution, dans le corps médical très largement, et je ne percevais pas tous les intérêts un peu plus noirs qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est né comme ça, et très vite, en fait, j'ai senti que je pouvais agir sur rien, parce que je voyais tout ça, ces conflits géopolitiques, je ne voyais pas ma place que je pouvais occuper. Et un jour, j'ai vu un documentaire d'une femme formidable, c'est Colline Serrault, peut-être que tu la connais. Ça ne me parle pas, non.
Elle a fait plusieurs films assez connus, Trois hommes et un couffin, puis La Ah, Belle ok. Verte, Ah, en effet, d'accord. La C'est pas son Crise, nom, mais ouais. et un documentaire qu'elle a fait assez éblouissant, c'était Solutions locales pour un désordre global. Et elle montrait à la fois tous les dysfonctionnements agricoles, l'accaparement des semences par Monsanto, on découvrait Monsanto à ce moment-là, mais aussi ceux qui luttaient pour préserver ce patrimoine vivant, qui était assez méconnu, qui était vraiment dans une lutte engagée de David contre Goliath, les géants industriels. Et je me suis dit, mais c'est là où je vais placer mon énergie en fait. Et ma quête, elle a démarré là. J'avais aucune affinité particulière de par mon milieu, parce que je viens pas du milieu rural, paysan, mais il y a quand même quelque chose de trip qui a été plus fort que moi à ce moment-là, à la fois dans l'indignation que suscitait cette injustice d'accaparement des semences, et à la fois dans le fait de dire, mais j'ai peut-être un rôle à jouer, moi qui m'intéresse aux médias visuels, c'est sous-médiatisé, j'ai peut-être quelque chose à aller gratter dedans. Et en fait, j'ai enclenché ce premier pas, et ensuite c'est comme si la Providence, parce que j'avais entamé cette quête, mettait sur mon chemin des rencontres merveilleuses, mettait une visée qui allait plus loin, qui était seulement celle de documenter, mais même de m'engager, moi à mon tour, ce que je n'avais absolument pas l'intention de faire, pour faire évoluer la loi. Et en fait, de fil en aiguille, à chaque fois, je me suis dit, mais peut-être allons voir un peu plus loin, gratter. Et c'était souvent des positions d'inconfort, parce que c'était un saut vers l'inconnu, mais à chaque fois, ce saut vers l'inconnu, il a attiré son lot de vide, de peur, mais très vite, de rencontres et de cheminement qui se poursuit jusqu'à le fait de se dire, bon, on va partir vivre dans la nature pour incarner nous aussi ce modèle qu'on espère avoir, parce que dans la ville, c'est difficile de faire de l'écologie. Rien n'est organique dans ce qu'on va pourvoir, dans tous nos besoins et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, j'ai pas du tout arrêté cette quête. En fait, c'est que ça a été un démarrage, un moteur, et que ce monomythe dont tu parles, néo-jungien, il est en train de se construire, mais avec son lot d'incertitudes qui entourent nos existences. Et je pense que moi, ce serait hyper intéressant de connaître aussi de toi ce que tu ressens par rapport à tout ça, parce que tu es en plein dans ce cheminement. Et moi, je te le découvre, parce que ça fait que quelques mois, et j'ai tellement envie d'en savoir plus sur le chemin que tu as aussi aujourd'hui. Ouais. Alors moi, en fait, je dirais que ce monomythe, j'ai vraiment l'impression dans ma vie qu'il y a une structure très fractale dans tout ça. C'est-à-dire que dedans, on en trouve un autre et un autre et un autre. Et par exemple, si je regarde vraiment à une échelle courte, ce qui m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui, à vraiment vouloir transmettre dans le monde, concrètement, si je prends la notion du masculin, par exemple, la légende personnelle qui m'amène à ça, c'est quelque chose qui peut-être remonte à longtemps, où en fait, toute la structure de la masculinité m'a amené à incarner quelque chose de complètement déséquilibré, en fait. Et par le côté, on va dire, inconfortable provoqué par ça, jusqu'à ce que ça devienne insupportable, eh bien, je me suis reconnecté à l'autre polarité. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment commencé ma quête par... tu parlais de providence, et je pense que c'est un des trucs qui caractérise un peu le caractère sacré de nos quêtes de héros, quoi, entre guillemets, c'est ces synchronicités. Et moi, ces synchronicités, elles sont apparues particulièrement par des livres, des enseignements souvent très spirituels. En fait, au début, ça a été quelque chose de vraiment très 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 connecté avec des voies spirituelles, particulièrement alchimiques ou alors hindoues, des choses comme ça. Et ces fortes synchronicités, elles m'ont amené à vouloir me reconnecter à l'être, avec vraiment une forme de lâcher prise, d'abandon aux choses. Donc beaucoup une forme d'énergie féminine d'abord. Et je pense que c'est ce féminin qui a amené comme un soin d'abord de certaines plaies, pour pouvoir m'autoriser à revenir vraiment dans le monde avec estime de moi-même, avec aussi confiance que j'étais là pour apporter quelque chose. Et un nouvel événement perturbateur là-dedans, c'est d'avoir passé un temps, pas forcément long, mais intense, avec une femme en particulier, qui était une incarnation forte d'un équilibre des polarités. C'est-à-dire qu'elle était très féminine, mais qu'elle avait aussi une grande persévérance, une grande direction. Donc un caractère prononcé des qualités du masculin, qui présent chez une femme m'a renvoyé un miroir, me disant « et moi, je suis très capable de m'abandonner, genre je peux m'impressionner moi-même à quel point je peux me laisser aller à l'inconnu, etc., etc. » Et ça faisait des années, là, peut-être 2 ou 3 ans que je cultivais ça, et j'en étais devenu fier, quoi. Et puis là, ma fierté s'effondrait
oui, d'accord, tu es capable de t'abandonner au flot de la rivière, au courant, mais tu vas où en fait? Et en voyant cette question formulée par la vie en fait, à travers quelqu'un à moi, eh bien je me la formulais à moi-même et j'avais pas de réponse en fait. Je savais pas où je voulais aller et je savais pas au final, à part les quelques personnes que je pouvais rencontrer et ce que je pouvais leur dire, quel était réellement mon impact et si cet impact était positif, pour peu qu'il le soit, s'il était réduit aux 3-4 personnes à qui je parlais un peu plus en profondeur, est-ce que réellement j'avais une chance d'impacter le monde quoi. Et ça m'a amené non seulement à une quête de reconnexion aux grandes qualités du masculin, dans le sens noble du terme, voilà, je pense qu'on y viendra un petit peu plus tard, mais quelle était cette différence que je pouvais faire entre l'ancien masculin, le nouveau masculin, etc. Et puis d'incarner ça, pas juste pour moi, mais ensuite, voilà, j'ai été appelé, un peu malgré moi, par des femmes, par des hommes qui me disaient ah ouais, mais tu l'incarnes vachement bien, vas-y, tu peux m'apprendre. Bah, attends, je sais pas si je peux t'apprendre. La question de la légitimité un peu qui s'expose. Ouais, et puis du manque d'expérience de ça. Et en fait, là maintenant, ça commence à faire un peu plus d'un an que j'ai décidé d'écouter ces voix qui me disaient vas-y, tu peux m'apprendre. Je me suis dit ok, je vais essayer. Et puis à force d'essayer, ben maintenant, j'ai la légitimité de le faire. Et ça me renvoie, cette légitimité, j'ai envie de te demander, toi, comment ça s'est construit, comment est-ce que tu as senti que, par exemple, déjà au départ, comment ça a été accueilli par l'ancien monde de ta vie, le fait que tu remettes en question tout le socle dans lequel en fait tu avais grandi? En fait, le système de valeurs actuel, il est hyper tronqué parce que si j'ai fait toutes ces études, c'est parce que c'est ce qui allait me donner justement une légitimité, une forme de crédibilité sociale aux yeux des gens. Et dès l'instant où j'ai démissionné de mes jobs d'alors, parce que ça n'avait pas aucun sens de travailler dans le divertissement audiovisuel et de créer des programmes télé divertissants, abrutissants, je me suis fait comme un chemin de croix en fait, où j'avais donc plus de position sociale véritable. Je découvrais les aides d'État, tu vois, avec tout ce que ça a de dégradant socialement si tu t'es pas préparé à accepter une chose comme celle-ci, tu vois, parce que moi, de par ce que je t'expliquais, le milieu hyper culturel bourgeois, il était hors de question que je perçoive un jour un RMI ou un RSA, tu vois. Et en fait, ça m'a beaucoup questionné. Donc, ce miroir que m'a renvoyé la société vis-à-vis de moi, parce que je n'étais plus rien, m'a fait perdre énormément en confiance en moi. Et bizarrement, c'est à partir du moment où on a eu, je dis on, parce qu'à l'époque, cette aventure, on l'a vécue à deux avec mon cousin Alexandre, on a permis de changer la loi pour autoriser les agriculteurs à échanger librement les semences paysannes. Donc on a été au Sénat avec nos petits bras, on a influencé les sénateurs et on a réussi à changer la loi. Et d'un seul coup, même si je ne gagnais pas bien ma vie, Jonathan n'est pas un marginal complètement farfelu et tu vois, délirant, mais il mérite une place, une estime de notre part. Et c'est comme si on m'avait redonné mes lettres de noblesse parce que j'avais réussi socialement à prouver ma valeur, quoi. Et donc ça m'a permis de retrouver ma confiance en moi. Mais c'est bien dommage parce que s'il n'y avait pas eu cet événement-là, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas pu envisager des quêtes personnelles et collectives qui aillent bien au-delà de cet engagement vis-à-vis de la loi. Et bien souvent, les personnes qui vont faire ce chemin de dire moi je veux trouver du sens déjà dans ma vie parce que j'en trouve pas par le passé, parce que on a un cadre qui est quand même très difficile pour nous épanouir si on suit le modèle sociétal actuel. J'ai envie de dire à toutes ces personnes, n'attendez pas, même si c'est facile à dire, que la société va vous accorder cette légitimité. N'attendez pas que le regard des autres change sur vous pour que vous-même vous trouviez de l'importance à qui vous êtes et tout ce que vous pouvez accomplir. Parce qu'il y a tout un pan de gens que j'ai autour de moi qui refusent de collaborer avec le système actuel, mais qui vont se replier sur eux-mêmes comme une misanthropie et même se consumer d'une certaine façon en disant la meilleure façon de ne pas collaborer avec le système, c'est de ne rien faire. Et en fait, c'est une erreur, parce que ne rien faire, ce serait collaborer finalement avec un système qu'on ne veut pas. Et on a un potentiel en termes de capacité qu'il est possible d'éveiller en chacun de nous, qui est extraordinaire en fait, qui est véritablement infini. Et je le vois parce que les quêtes qu'on engage, Caroline et moi aujourd'hui, donc c'est pas simplement du masculin, mais c'est une quête collective de réharmonisation aussi de nos énergies. Caro, elle m'aide énormément en fait, de par
la féminité qu'elle incarne, à trouver ma place masculine, mais ma juste place. Pas de surjouer un archétype, mais d'aller accepter aussi ma vulnérabilité, ma sensibilité. Et ça me fait grandir énormément là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, je m'autorise à avoir une quête qui va largement au-delà de ce que j'aurais imaginé pour moi il y a quelques années de cela. Et pourtant, je pense qu'on va s'y approcher à cette quête et que ça va mettre du temps, ça va mettre des années, ça va nécessiter beaucoup d'efforts et d'embûches, mais que cette quête pour le monde qui est de contribuer, d'être véritablement des interprètes et des chevaliers au service de nos existences, eh ben, on y parvient. Parce qu'on a acquis maintenant cette confiance-là. Alors, malheureusement, c'est la société qui me l'a donnée en 2016 à travers la loi, mais je peux aujourd'hui conserver cette force en moi, même si la société se détourne de moi, je conserverai cette force en moi. Plus personne ne peut me la voler, tu vois. Okay. Et en fait, c'est ce gros travail aujourd'hui qu'il n'est pas évident de faire. Et je pense que ce que tu fais au travers des cercles d'hommes, au travers des formations, justement sur le masculin sacré que tu mets en ligne, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de nous notre véritable force, d'aller côtoyer ce vide, comme tu m'en parlais, et le remplir, parce que c'est pas un vide en fait, c'est un plein. Et ça peut paraître voilà, un peu farfelu aux yeux de certains, parce que c'est pas une coutume que l'on a d'aller faire ce travail d'introspection, d'aller faire ce travail d'ouverture entre hommes pour partager voilà, nos craintes, partager nos peurs, partager ce qu'on ressent, mais aussi toutes nos joies, tout ce qu'on n'aurait pas fait avec un masque social. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir gagner cette confiance et la mettre au service du monde, je pense. Ouais, de ce que tu dis, moi c'est quelque chose que maintenant, j'entends un peu le scepticisme qu'il peut y avoir ou le doute qu'il peut y avoir à l'intérêt de toutes ces choses-là, et pourtant maintenant, j'ai même plus envie vraiment de le défendre parce que ça me fait sourire en réalité. Moi, je peux le dire avec force, je peux dire vraiment avec fermeté et certitude que je l'ai vu chez les frères que je côtoie, et avec le travail que je fais maintenant, j'en ai rencontré énormément, et je vois que ceux qui ont une réelle force au fond d'eux sont ceux qui se présentent avec vulnérabilité. Et ceux qui se présentent avec une énorme force sont ceux qui en fait au fond ont une grande peur de leur faiblesse. Et la seule réelle faiblesse qu'on peut avoir, c'est la peur. La peur, elle peut être une direction, elle peut être quelque chose qui nous donne un signe de là où il faut aller, ou alors de là où il ne faut pas aller. Si c'est une peur très concrète d'un lion, eh ben clairement, c'est ne t'approche pas du lion. Donc c'est juste une indication de quelle direction prendre en fait cette peur. Par contre, si cette peur, elle m'impacte au point que je l'écoute pour en avoir peur, alors je pars d'elle et qu'elle devient la source de mon action, eh ben, je peux présenter une énorme force, une énorme carapace, parce qu'en fait, au fond, j'ai peur. Et vraiment, de ma rencontre avec énormément d'hommes maintenant, ceux qui essayent d'irradier une puissance sans une authenticité à la source de cette puissance, eh ben, je me rends compte que ça se ressent, ça se voit, ça fait même fuir les autres hommes. Et c'est ça qui créait, à mon avis, dans l'ancien paradigme, une espèce de champ magnétique qui empêchait la fraternité. C'est que, en réalité, la force était complètement inauthentique, sourcée dans une forme de peur, alors que la vraie force, lorsqu'elle est authentique, est sourcée dans une forme de vulnérabilité. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé chez toi, que j'ai trouvé chez la plupart des hommes que j'ai rencontrés en fait le jour où on s'est rencontrés. Ouais. Et peut-être qui a permis en fait d'avoir cette envie d'élan de chevalerie et de fraternité. Et là, tu touchais des points qui m'amènent à cette envie de parler de ce concept un peu visionnaire, et je pense que c'est vraiment une des choses auxquelles le masculin peut nous reconnecter dans une de ses plus grandes qualités, c'est la direction, c'est là où je veux aller, et puis c'est la mission, c'est le service que j'ai à rendre au monde. Donc si ce service il est aligné avec la direction et le point que je suis censé atteindre, alors du coup je peux servir une espèce de caractère visionnaire qui est tellement grand que ça devient, voilà, avec toi on le voit, on le ressent, ça prend grâce à une divine providence, grâce à des synchronicités, grâce à ce que des personnes peut-être non initiées là-dedans appelleraient juste de la chance. Ça prend des proportions énormes en fait. Et ces proportions énormes sont sans doute comme une espèce de case cochée disant c'est bon, c'est bien là que tu dois aller, félicitations, continue comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler de cette direction que tu as prise, de cette vision et qui résonne énormément avec ces termes dont tu es un peu comme un porte-parole nouveau dans le monde, à la fois d'être un militant,
et à la fois de toucher un caractère sacré, cette polarité-là, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. C'est la première fois que je me souviens sur ce sujet, donc c'est un peu... c'est fort. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire par rapport à ça, ça m'inspire énormément. C'est vrai que moi j'ai une vision à la base assez militante, matérielle. C'est-à-dire que quand je vois qu'on va faire du mal à la nature, qu'on va vouloir détruire des forêts, épuiser des océans ou polluer la terre, j'ai qu'une envie en fait, c'est tu vois, de prendre mon épée et d'aller contre cela, quoi. Tu vois, genre c'est cet élan-là véritable. Et Caroline, elle m'a beaucoup sensibilisé à tous les rituels qu'il est possible de faire pour me reconnecter, en fait, pour me reconnecter à la vie, à la terre. Et c'est vrai que le fait aujourd'hui de vivre proche de la forêt, ça fait que je comprends mieux à la fois le cycle et je me sens accepté aussi. Donc j'ai l'impression de ne plus être décorrélé de cette nature comme je l'étais par le passé, où je l'observais, soit dans des vidéos et tout ça, ou en me promenant éventuellement en passant des vacances, mais pour lequel ma vie n'était pas liée, tu vois. Aujourd'hui, je ne suis pas à vouloir défendre la nature, mais à être cette nature qu'on va attaquer, et donc cette nature que je veux défendre. Et je trouve que c'est longtemps opposé deux visions qui étaient celles d'un repli sur soi en disant l'ancien monde est en train de mourir, moi je vais me positionner en méditant, en travaillant mon intériorité, et de cette façon-là, j'ai amené une vibration, une énergie qui sera telle que je pourrai changer le monde grâce à mon rayonnement. Et puis de l'autre côté, un autre militant qui dit non, moi, ce qui se passe est en train d'arriver maintenant en fait. C'est que cet arbre-là, je le vois, il est en train de tomber, donc je vais m'enlacer, je vais m'enchaîner à cet arbre et personne ne le fera tomber. Et du coup, qui se néglige un peu lui-même parce qu'il est dans une position hyper sacrificielle à l'égard de son militantisme. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on arrive à combiner en fait, imaginons cette dimension sacrée avec ce militantisme de terrain, si la personne qui va méditer et faire ce travail de rituel, de reconnexion sacrée à la terre, à sa connexion profonde, va le mettre au service du vivant dans l'action. Et si cette personne qui est dans l'action va prendre le temps de se connecter aussi à tous ces cycles et travailler cette résilience, et en fait va émerger de là une force surnaturelle en fait, dont on ne connaît pas encore le potentiel parce qu'on ne l'a pas encore exprimé. En tout cas en Occident. C'est sûr qu'il y a énormément de peuples premiers, énormément de cultures, je pense aux cultures amérindiennes, qui vont ancrer leurs actions dans un rapport à travers une relation ancestrale, à travers un rapport de respect aux plantes et à tous ces enseignements-là. Mais je pense que nous aujourd'hui, si on veut véritablement qu'émerge une société qu'on souhaite véritablement voir, il ne suffira pas de nous extraire de la société, ou il ne suffira pas de combattre l'ancien monde, mais il faudra créer les deux en fait. Il faudra créer ces îlots, ces oasis, ces sources, comme on en appelle nous avec la désobéissance fertile, mais en même temps empêcher véritablement que ne soit détruit par les industriels ce que l'on veut voir préservé. Et donc voilà, ça porte la forme d'un activisme sacré qui est une notion très émergente en fait, qui est encore à modeler, je pense, dans mon esprit, à forger à travers le récit et l'expérience. C'est Caroline qui m'a beaucoup sensibilisé à ça. Mais je pressens intuitivement, il y a quelque chose de très fort qui va être à réconcilier, parce qu'en fait aujourd'hui c'est comme deux mondes, le monde du développement personnel ou du travail intérieur je dirais, et le monde du travail extérieur, qui sont aujourd'hui complètement déconnectés l'un de l'autre et même qui s'opposent, tu vois, parce que si tu vas voir des zadistes et parler de masculin sacré, beaucoup riront au nez, tu vois, et je pense qu'à l'inverse, si on va dans des cercles où il y a des personnes qui, je ne sais pas, c'est moins mon monde, mais ils sont dans des festivals de tantra, et leur dire demain faut qu'on s'engage et qu'on aille saboter un engin industriel qui va détruire la forêt, dire non je crois pas, non je vais pas commencer à faire ce genre de choses qui vont salir mon être, tu vois. Et en fait c'est un peu notre connexion à nous deux en fait aussi de par nos chemins. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement puissant qui peut grandir de cela. Je sais pas quelle est ton intuition à cet égard? Ce qui me vient en fait, c'est justement que c'est un thème que j'aimerais qu'on aborde, qu'on essaie de venir gratter, peut-être aussi pour apporter de l'aide, humblement, avec l'aide que ça pourra représenter, à une difficulté qui existe énormément dans la fraternité, aussi dans beaucoup d'autres sphères, notamment ça peut être dans des relations de polarité amicale entre hommes et femmes aussi. Dans la fraternité, ça se ressent encore plus, je pense, parce qu'on a comme une charge qui est très forte. C'est-à-dire que
deux hommes qui s'opposent par une vision, qui se voient comme contredits par l'autre. Ça peut amener, comme tu parlais au départ, de ces deux béliers là, qui se tapent la tête et qui... alors moi, par exemple, j'ai tendance à croire que cette charge, elle peut être transmutée. C'est-à-dire que, comme toute charge électrique, elle peut être tout simplement utilisée à faire quelque chose. C'est-à-dire que la batterie qui démarre le moteur, elle a deux charges qui sont opposées. Elle a un plus et un moins. Sans ces deux charges-là, ça ne fonctionne pas. Et on pourrait voir ça comme ça, c'est-à-dire que le côté hyper introspectif, le côté où je retourne à l'intérieur pour cultiver mon intériorité, pour ensuite peut-être incarner ce que je voudrais voir à l'extérieur, c'est une charge. Et la volonté de créer à l'extérieur d'abord quelque chose parce que je le vois comme urgent, c'est une autre charge. Dans tous les cas, moi, c'est un peu une question à laquelle je n'ai pas nécessairement une réponse, mais à laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse, à savoir comment est-ce qu'on fait et pourquoi, par exemple, avec toi, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que si on a des visions contraires sur certaines choses, eh ben, voilà, moi, si je parle avec vulnérabilité, ça peut arriver que quand on parle, eh ben, il y a une chose que tu dises avec un grand élan militant, et qui déclenche en moi quelque chose où je me dis, est-ce que je suis d'accord avec ça? Et le fait que je vois qu'il y a... Dans la réalité, je vois qu'à l'intérieur de moi, il y a une partie qui est d'accord et une partie qui ne l'est pas. Et le fait que je ressente une partie qui n'est pas d'accord, sincèrement, ce que c'est une énergie, quoi. Je ressens des petits picotements dans les joues, je ressens une chaleur qui monte, je ressens quelque chose qui monte, quoi. Ouais. Et je me suis déjà rendu compte un jour où il y avait un petit élan après pas mal de fatigue avec un frère qui est très cher à mon cœur, début de conflit comme ça, où je lui disais, mais là c'est en train de monter, c'est ça en fait. C'est cette énergie un peu conflictuelle qui fait monter quelque chose. Mais cette énergie, elle peut peut-être être dirigée à autre chose. Et aussi, mon attention peut peut-être être dirigée à autre chose. C'est-à-dire que plutôt que de diriger mon attention sur ce qui nous sépare, est-ce que je ne peux pas diriger mon attention sur ce qui nous unit? Et là, j'ai envie de te laisser la parole là-dessus. J'aimerais que tu me dises ce que toi tu ressens par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu crois, voilà, pour te laisser quand même avec une question, qu'est-ce que tu crois qui se passe, notamment avec toi et moi, peut-être avec moi et Thomas, les gens ne connaîtront pas Thomas, mais voilà, il y a des différences entre nous, et pourtant le courant passe parfaitement, et on arrive au final à la création littérale de quelque chose, plutôt qu'à un conflit stérile. Voilà ce que je veux dire, c'est qu'il y a une naissance qui vient de tout ça. Ouais. C'est drôle parce que souvent quand il m'arrive d'échanger avec des personnes avec qui j'ai beaucoup d'affinités, on va souvent polariser notre discussion sur ce qui nous oppose justement. Tout en sachant que cette opposition, elle va constituer peut-être 5% de tout le reste qui va nous rassembler. Il y a 95% de choses sur lesquelles on va être d'accord. Et pourtant, on va cristalliser notre échange, comme tu le disais, comme une opposition pour allier l'autre à sa cause, quoi. Et ce qui est, moi, je trouve magique dans la relation qu'on fait naître dans ce groupe d'hommes actuellement, c'est qu'on vient tous de mondes très différents, donc avec des chemins qui ne sont absolument pas les mêmes, mais qu'on va s'écouter. Et qu'en fait, ça va servir de nourriture respective. C'est-à-dire que ta vision, qui, en de nombreux points, tu vois, depuis hier soir, on discute énormément et on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes cheminements de pensée, mais moi, c'est un enrichissement incroyable en fait, parce que ça va me faire... Ça va faire bouger un peu ma croyance jusqu'alors, et parce que je vais m'autoriser de la bouger aussi. Je ne vais pas dire, bon bah non, j'ai raison, c'est mon chemin, tu vois, comme quand on veut tenir quelque chose, tu vois, et si on veut le tenir, c'est qu'en fait, on n'est pas solide, je pense, à ce moment-là. L'arbre, il bouge dans la forêt quand il y a du vent, mais il ne plie pas, et s'il plie, bah, ainsi va la vie, c'est qu'il fallait que repousse un autre arbre, tu vois. C'est pour ça. Et je trouve que c'est vraiment ça ce qu'on ressent ensemble quand on échange, c'est que moi je me sens bouger, peut-être qu'à un moment ma croyance va tomber, et je trouverais ça hyper riche, parce que même si je vais passer par un moment de dépit, de deuil, de perte en fait, ce que j'ai vécu quand j'ai découvert par exemple la collapsologie, l'étude des effondrements systémiques qui nous attendent potentiellement dans les années à venir, c'est que j'ai touché le fond véritablement. Et en fait, ça a fait vaciller toutes mes croyances jusqu'alors, qui étaient de croissance infinie dans un monde avec une potentialité qui avait été finie. Ça m'a permis de changer mon axe, de changer ma vision et de créer un nouveau rêve en fait.
qui soit plus en adéquation avec cette réalité et aussi une réalité que je souhaiterais voir advenir. Donc tant mieux en fait que ma croyance, que mon arbre soit tombé à ce moment-là. Tu vois. Et moi je trouve là-dessus qu'il y a une femme éblouissante qui s'appelle Joanna Macy qui a fait un travail qui s'intitule Le travail qui relie. C'est une pratique qui se nomme l'éco-psychologie et elle l'explique au travers d'un livre, on pourra le renseigner peut-être en lien, c'est L'espérance en mouvement, où en fait elle parle d'une boucle en fait où souvent ce qui va se passer c'est qu'on va accueillir notre souffrance pour le monde. Il y a beaucoup de gens qui refusent de voir ce qui est en train d'arriver parce qu'ils ont peur que ça les effondre eux-mêmes, que ça génère une frustration, une impuissance. Et en fait, il est important, à mon sens, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir ensuite agir en conscience. Et donc, accueillir cette souffrance pour le monde, c'est un travail de deuil qui est hyper important et qu'on peut partager entre nous. Et ensuite, faire de cette énergie où on a vraiment peut-être touché le fond dans notre sensation, aller remonter petit à petit. Aller voir déjà les sources d'émerveillement qu'il est possible de goûter, auxquelles se rattacher. Et puis, voir aussi que à chaque fois qu'il y a une mort, c'est pour que la vie renaisse. Et donc faire émerger quelque chose potentiellement. Et donc elle le fait vraiment comme une boucle. Et à l'époque, je ne l'avais pas lu en fait. Mais j'étais dans ce processus moi-même de deuil, de guérison, quand j'accueillais les effondrements auxquels il fallait faire face et qui avaient fait vaciller mes croyances. Et donc pour revenir, donc, je me suis un peu écarté à la question que tu me posais initialement. Mais c'est parce que j'accepte, tu vois, d'avoir ta vision à toi qui va me faire changer, qui va me faire bouger, que je pense que je vais travailler sur cette authenticité vers ce chemin. Parce que mon but à moi aujourd'hui, il est que l'humanité se réconcilie véritablement avec elle-même et avec les autres espèces. Ça, c'est mon objectif ultime. Et le chemin il me semble être le plus en accord avec mes valeurs aujourd'hui, c'est la désobéissance fertile. Donc, c'est d'apprendre à nous intégrer dans les écosystèmes, à essayer du mieux que l'on peut, en tout cas, de régénérer à travers les connaissances et l'observation, et surtout de désobéir aux lois qui nous empêcheraient de le faire. Mais je m'autorise en fait de changer ma croyance, tu vois. Et c'est ça, je trouve, qui est hyper plaisant entre nous, c'est qu'on accueille plutôt que de nous renfermer sur nos valeurs respectives et qui nous font grandir en tant qu'homme, en tant qu'humain, enfin voilà, en tant qu'individu vraiment au service d'une plus large cause. Waouh. Merci. J'ai envie de dire que déjà j'aimerais bien essayer peut-être de synthétiser le truc et tu vois, la vision que j'ai là, c'est que tout ça c'est comme un microcosme de quelque chose qui peut devenir. Hier, je te présentais un livre qu'on pourra peut-être mettre aussi aux gens dans les commentaires ou je ne sais quoi, le Kybalion. Et une des lois qui est décrite dans le Kybalion, c'est que c'est quelque chose qu'on entend énormément. On ne sait pas trop d'où ça vient. C'est un axiome hermétique qui dit et alchimique qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ils appellent ça la loi de la correspondance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans un monde supérieur est égal à ce qui se passe dans un monde inférieur. Donc si je comprends ce qui se passe dans le monde inférieur et la mécanique de comment ça fonctionne et de comment je peux utiliser cette loi, alors je peux l'utiliser dans le monde supérieur et inversement. Donc du coup, si je comprends ce qui se passe entre toi et moi, je peux comprendre ce qui se passe entre le militant et le méditant, entre guillemets, voilà, pour simplifier la chose. Et du coup, si je comprends bien ce que tu me dis, et je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est ce que j'ai vu avec ce frère le jour où ça a commencé à partir en conflit, et qu'est-ce qui a amené la résolution? C'est ce que je vois aussi quand je me place en médiateur dans le conflit entre deux frères, c'est que, en réalité, rien ne se passe tant que un des deux arbres accepte de bouger, en fait. Et je peux même ramener ça à l'idée de masculin et féminin, sachant que je me dis, ma destination finale, c'est cette réconciliation entre les hommes et eux-mêmes, les humains et eux-mêmes, les femmes et elles-mêmes, et la nature. C'est-à-dire, en réalité, elle-même encore, quelque part. Et du coup, tu as cette vision qui est là. Celle-là, elle ne bougera pas. C'est ta destination finale. Et ça, c'est le masculin, c'est ce qui ne bouge pas, c'est ce qui dit, je vais là-bas. Mais par contre, tout le processus, qui est fait de croyance en réalité, accepte de bouger, il accepte de fluctuer, et il se laisse porter par le courant, et donc du coup, le chemin est fait par le féminin. Et ça peut être quelque chose de très difficile pour certains hommes forts d'accepter leur part de féminité, et d'accepter justement ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire de laisser ma croyance, aussi solide qu'elle peut être à ce moment-là, être chamboulée, accepter l'inconfort qui vient avec, embrasser cet inconfort, et puis du coup...
en fait en arriver carrément à une naissance. Parce que si encore une fois je prends le microcosme de ce qui se passe entre toi et moi, hop, il y a une naissance. Si je prends le microcosme de ce qui se passe avec Thomas, hop, il y a une naissance. Et ça continue comme ça. Donc du coup, j'aimerais inviter les gens qui nous écoutent à se demander si ça c'est possible entre deux êtres, qu'est-ce qui peut être possible entre deux mini-collectifs, c'est-à-dire la puissance de groupes comme des gens qui sont tellement forts qui vont amener la défense d'un lieu comme Notre-Dame-des-Landes ou d'autres lieux, tellement de lieux d'ailleurs, et la puissance de personnes qui sont tellement fortes qu'elles font émerger en elles-mêmes un changement radical, parce qu'on a des personnes qui se transforment, qui deviennent absolument irradiantes et radieuses par le travail personnel qu'elles font. Et si ces deux puissances-là, eh ben, elles arrivent à accepter l'une de bouger et l'autre de bouger aussi, c'est-à-dire à faire chacune la moitié du chemin en fait. Quand elles se retrouvent au milieu, qu'est-ce qui va naître? Et voilà, là c'est un point d'interrogation auquel on ne peut pas répondre, mais c'est un rêve immense. Et je pense qu'on partage ce même rêve. Et là, on arrive à avoir notre attention qui se pose plus sur ce qui nous divise, mais sur ce qui nous unit. Merci d'avoir décortiqué ensemble ce point-là. C'est vraiment magnifique. Et tu as raison, c'est magnifique, parce que là, on parle d'individu à d'individu, mais tu as dit de collectif à collectif. Ça peut être tellement fort. Et nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. C'est de dire, mais si on arrive à asseoir une visée commune, un objectif transcendant entre un groupe d'individus, puis entre deux groupes d'individus ensemble, waouh, on peut atteindre des intelligences. On sait que nous, les êtres humains, on a la capacité du meilleur comme du pire, mais dans le meilleur, on a une capacité de création qui est phénoménale, de transcendance, qui est absolument incroyable. Et on le perçoit tous les jours. Moi, je le vois dans les outils qui se déploient en low-tech et tout ça, pour avoir des conforts à partir du passé en bonne intelligence. Et en fait, je me dis, mais waouh, on a une potentialité qui peut être, là encore, éblouissante. Ça me renvoie au fait que j'aimerais justement qu'on parle de ce qui va se passer maintenant pour toi. C'est-à-dire que, comme je te disais avant, et j'ai envie de le dire publiquement en fait, c'est que ma vision des médias, des grands médias, est particulièrement, je dirais, j'ai envie de dire réaliste en fait, c'est que j'ai conscience, sans avoir la connaissance exacte de qui finance quoi, je ne suis pas dupe, et beaucoup des gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense, et dans l'avenir qui vont écouter cette vidéo, ne sont pas dupes. Et du coup, je me suis posé cette question de qu'est-ce qui amène des gens à France 2, à France 3, à vouloir parler de désobéissance fertile. Je me suis dit, pour aussi bêtes qu'ils soient, ils ne le sont pas vraiment, et du coup, ça m'étonne qu'ils se tirent une balle dans le pied, et qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Et en fait, j'ai envie de leur montrer que cette divine providence, elle sert quelque chose qui nous dépasse, que nous aussi on a accepté de servir. Et la puissance qu'elle a est bien au-delà de notre puissance personnelle. Et du coup, va faire toujours que, quels que soient les contre-coups que l'on subit, le rebondi est toujours supérieur à l'espèce de sommet qu'on croyait avoir atteindre avant. C'est ces courbes-là qui, on se dit waouh, j'avais jamais été aussi haut, boum, je dégringole. Et puis quand je rebondis, j'ai jamais été aussi haut en fait. Et j'ai envie de te demander, c'est où le prochain sommet pour toi, sachant que voilà, il y a quelques petites difficultés qui arrivent. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, c'est vrai que moi j'ai un gros scepticisme à l'égard des médias que j'ai nourri depuis 10 ans, quand justement j'ai eu cette déprime, parce que j'ai l'impression que les informations qui m'avaient été divulguées avant cette prise de conscience avait été un fait de mensonge en fait, détourné à des profits aux mains de quelques industriels, sans virer dans quelque chose, un complotisme primaire, mais quand même que on ne voulait pas l'émancipation ou même l'épanouissement des êtres humains à travers tout ce qui nous était proposé. Donc c'est clair que quand on voit des médias de grande écoute aujourd'hui s'intéresser à nous, on est les premiers à se poser la question. Tu vois, genre, il y a eu Les Échos, qui est un magazine, un journal purement économique, libéral, qui veut faire un portrait sur nous. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont chercher en fait? Pourquoi ils vont faire ça à ce moment-là? Et en fait, j'ai plusieurs éléments de réponse en fait, à apporter. C'est que dans ce marasme qui est le nôtre aujourd'hui, à travers toutes les nouvelles anxiogènes, nous, on est un peu la petite famille gentille des bois qui va créer une source de divertissement en fait. Et peut-être même aussi, je pense que chez certains journalistes, parce que j'arrive à dissocier aussi ceux qui font le métier du média.
Je pense que la détention du média, elle est aujourd'hui dans des mains de gros, d'industriels, mais véritablement qui ne gagnent pas d'argent avec ces médias et qui veulent juste contrôler l'information, mais qu'au sein des personnes qui vont divulguer l'information, il y en a beaucoup qui ont conscience de cela, mais qui veulent là aussi jouer leur rôle, leur part et mettre en lumière des initiatives qui sont autant de petites choses qui vont pouvoir aider d'autres personnes à se lancer. Donc il y a à la fois le côté divertissement, on est mignon, machin, on recrée un mythe et tout, et à la fois une intégrité journalistique chez certains. Et il y a aussi le fait de se dire, peut-être qu'on va montrer aussi, comme tu me le disais tout à l'heure hors caméra, que ça va décourager, parce que potentiellement on va être menacé d'expulsion, ce qui est aujourd'hui ce qui nous pend au nez en fait. C'est qu'aujourd'hui, là on a une administration incarnée par le maire d'une commune, qui s'acharne véritablement parce que le modèle que l'on représente dans notre façon de vivre, de cohabiter, le renvoie à ses limites. Et en fait, parce que cette façon-là de vivre en harmonie avec la vie, largement, va montrer que lui-même ne le fait pas, et il va vouloir éteindre ce modèle, il va vouloir s'en prendre violemment parce que c'est comme si on était des sauvages modernes en fait à ses yeux, tu vois. Là, je parle de ce maire parce que véritablement, il a engagé une lutte personnelle contre nous, habitants des cabanes, mais globalement, c'est quand même l'administration qui veut que toute personne qui sortirait du chemin tracé, et surtout qui tend à être autonome, donc à sortir d'un asservissement de la part d'une autorité, soit balayée, soit foudroyée. On l'a vu avec la violence de répression qu'il y avait eu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui était hyper documentée. Dans les journaux d'information continue, on voyait les CRS, même les manifestations des Gilets jaunes, tout ça étant pour dissuader en fait les gens de se lancer. Et en fait, nous on a conscience de cette manipulation médiatique qu'il est possible d'opérer et on a conscience de la fragilité de la position de notre cabane actuellement parce qu'il s'avère que notre cabane, elle est sur un terrain dont nous ne sommes pas propriétaires. Et nous, l'expérience qu'on a voulu faire, c'est de vivre en disant c'est un territoire abandonné depuis 30 ans, on a envie d'aggrader un peu, de régénérer les espaces et de suivre la philosophie du fondateur du lieu. Donc allons-y voir ce que ça donne. Donc c'était vraiment un véritable saut dans le vide. Non pas qu'on ait voulu voler la propriété de quiconque, pas du tout, mais voir qu'est-ce que ça faisait quand on allait tirer sur cette corde, en fait. Tu vois, comme un enfant qui va aller chercher la limite et voir ça. Et là, on voit le bout de la corde où on va aller en procès, on va être menacé d'expulsion. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que nous, on a construit notre vie avec ma famille, mes enfants. C'est vraiment en plus ce truc de père où je veux protéger ma famille, tu vois. Je me sens cette responsabilité-là. Et donc, je ne veux pas les mettre en danger, bien au contraire. Je veux qu'ils se sentent en liberté et en sécurité. Et là, c'est quelque chose d'insécurisant qui est en train d'arriver. Et donc, j'ai appris cette nouvelle il y a une semaine de cela, qu'elle allait avoir un recours qui allait arriver assez rapidement, qu'il est impossible pour nous de nous défendre juridiquement, parce qu'aujourd'hui, s'attaquer aux droits de propriété, c'est le fondement même de la société, en fait. On peut essayer de défendre le fait d'habiter en habitat léger sur nos propres terrains, de faire un certain nombre de choses comme ça, des petites portes d'entrée, mais aller taper le droit de propriété, on sait que aujourd'hui, c'est inamovible, en fait. Donc, la lutte juridique, à proprement parler, inexistante. Mais nous restait derrière ensuite le fait de nous dire, il nous reste le fait de nous dire, peut-être qu'on va défendre physiquement comme une ZAD en fait, qui va se constituer et on va délégitimer cette décision parce que nous sommes souverains et autonomes. Et en fait, ce qu'on est en train de... Moi, si je m'écoutais le Jonathan d'autrefois, j'aurais été vers cette voie-là, de ZAD pour les cabanes, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre cette force, cette énergie qui est déployée contre nous pour la retourner contre l'adversaire, de faire véritablement un tai chi politique pour expliquer que ce qui va arriver, évidemment, de la cabane, on l'a construite avec les matériaux du terrain, donc à savoir du bois, de la terre, de la paille, ça va revenir à la terre parce que c'était sa visée initiale de toutes les façons. On n'avait d'autre vocation que de créer un nid qui nous abrite, mais qui ensuite abrite d'autres espèces. Donc ça va un peu accélérer ce processus, effectivement. Jamais personne ne touchera à notre cabane. C'est nous qui allons mettre cette cabane en repos et surtout, on va recréer parce qu'on a acquis de l'expérience et on va recréer encore mieux. On va prendre peut-être les enseignements acquis de cette expérience pour développer un autre village encore plus grand, encore plus ambitieux et redoubler, tu vois, de cette intensité qui nous anime dans notre objectif pour que déjà nous réalisons que ce n'est pas une défaite. Peut-être qu'on a mis un genou à terre parce que cette cabane va tomber, mais en fait elle va donner naissance à des milliers de cabanes. Et pas seulement que nous allons réaliser, mais dans le cœur des gens.
parce que nous sommes plus forts que cela. Et si nous décidons que nous allons dépasser ces épreuves, rien ni personne ne peut nous arrêter. Et c'est ça la force de la liberté. C'est que la liberté, elle n'est pas à chercher ailleurs, elle est à chercher en nous-mêmes. Rien ni personne ne peut nous atteindre si on décide que personne ne peut nous atteindre. Et moi, je sais que mon cap est bon aujourd'hui, que ma visée est juste, que cet événement-là est difficile à vivre. Parce que, évidemment, moi, je veux obtenir des victoires et potentiellement de faire tomber ma cabane. Il faut que j'accepte que c'est une bataille, peut-être que je n'aurais pas remporté cette fois-ci. Mais en fait, de lâcher sur cette bataille-là, ça va me permettre de remporter des victoires bien plus grandes encore. Et d'asseoir, comme tu parlais, d'une légende personnelle qui va être bien plus haute encore. Et d'être humainement beaucoup plus grand que ce que je l'étais parce que j'ai beaucoup à apprendre. Et je suis en train, dans ce mouvement intérieur actuellement, voir ce que ça fait vaciller, la peur et tout ça. Mais je pressens aussi qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver. Je ne sais pas quoi, mais c'est en train d'arriver. Et j'ai foi. Et j'ai confiance. Et jusqu'à présent, je remercie toutes celles et ceux qui œuvrent dans les plans matériels et immatériels à vivre cette incarnation-là qui, pour moi, est un cadeau extraordinaire parce que je me sens être un des hommes peut-être les plus riches au monde de vivre ma vie aujourd'hui, à savoir à la fois dans ma famille, mais dans la nature et tout ça, et que ça va continuer cela. Et que c'est juste une étape, en fait. Et que ça va être un message très fort qui va peut-être nous arriver, parce que nous, on a corrélé notre destin individuel, enfin de notre famille, avec un destin collectif médiatique. Donc ça va être suivi, en fait, ce qui va se passer. Donc typiquement, le signal qui pourrait être envoyé à la base, c'est de dire « Oh non, regardez, sa cabane va être détruite, c'est une catastrophe, il ne faut surtout pas se lancer dedans. » Au contraire, ça va être de se lancer encore plus. Et parce que rien ni personne, quand on a acquis cette connaissance, cette capacité de construire, parce que c'est très simple de reconstruire, et cette force antérieure, rien ne peut la faire vaciller. Concrètement, si j'entends bien, il y a une histoire de propriété qui change en fait la donne, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne conseillerait peut-être pas aux gens d'aller construire leur habitat léger sur un lieu dont ils ne sont pas propriétaires. Tout à fait. Est-ce que tu penses que si tu avais été propriétaire du lieu, les choses seraient radicalement différentes? Alors, c'est clair, pour répondre à ta question, c'est sûr qu'en étant propriétaire, c'est beaucoup plus simple de défendre le fait de vivre sur sa cabane, sur son terrain. Nous, ce qui se passe, c'est que la majeure partie des cabanes sont sur nos terrains. Mais 2 ou 3 cabanes, dont celle où j'habite, je ne le savais pas alors, nous on pensait qu'elle était chez un ami, en fait, cette cabane, parce que le cadastre était très mal fait. Voilà, et en fait, il s'avère qu'apparemment, elle ne l'est pas, on l'a appris la semaine dernière, qu'elle est à la lisière entre 2 parcelles, mais que la justice a décidé qu'elle était plutôt dans la parcelle de celle qui ne voulait pas qu'on soit là, fait que oui, on empiète sur le droit de propriété. Mais nous, on va défendre par contre, et très fermement et très légitimement, toutes les cabanes qui sont sur les parcelles dont nous sommes propriétaires. Quand je dis nous, c'est l'association, parce qu'on rachète des parcelles pour les mettre au commun et sortir progressivement de la propriété individuelle. Donc tout ça, voilà, c'est clair que on ne laissera jamais quiconque mettre un pied là-dessus. Mais aujourd'hui, nous, malheureusement, il s'avère que notre cabane, elle est sur une parcelle dont nous ne sommes pas propriétaires et que on ne peut pas empêcher, ça ne résonne pas avec moi en fait, ça ne vibre pas de dire je vais défendre cette cabane coûte que coûte alors que c'est l'héritage de quelqu'un qui a une valeur affective. Enfin, tu vois, à partir du moment où ce lieu il est revendiqué par quelqu'un d'autre, moi je suis OK avec ça. Tu vois, peu importe ce que tu en fasses d'ailleurs. Effectivement, ce n'est pas chez moi et je ne veux pas que ça le soit. Donc reprends ton bien, ta possession et désolé de t'avoir dérangé même. Tu vois. Mais voilà, mais par contre, il y a des choses sur lesquelles je vais pas être dans ce tai chi, on va vraiment être aussi dans cette lutte ferme qui est, en fait, vous n'avez pas à dire si on a le droit ou non de vivre dans une cabane qui sont sur nos propres terrains, à partir du moment où on va travailler à faire le bien, à travailler à grader, c'est améliorer véritablement. Et voilà, en fait, chaque situation nous amène à un positionnement qui lui est bien différent. Et là encore, ça rejoint notre idée de tout à l'heure de la rigidité ou de la souplesse vis-à-vis de la situation. C'est que cette position-là qu'on a actuellement, Caroline et moi, vis-à-vis de ce que l'on vit, elle est là parce qu'on prend en compte l'écosystème, on prend en compte ce que nous, on veut placer notre énergie, ce qu'il nous est possible de faire, et là où ça vibre véritablement vis-à-vis de notre intention plus haute. Voilà. Ok, d'accord. Donc si je résume un petit peu le truc, on a un ancien paradigme qui est basé sur le droit de propriété. Donc celui-là, on ne va pas aller l'attaquer maintenant de front parce que ça va être complexe. Quoi. Ça va prendre peut-être des dizaines d'années encore. Donc du coup, celui-là, on dit ok, d'accord.
je ne suis pas propriétaire de cet espace-là, je ne vais donc pas y établir un lieu de vie où en plus on risque de me dire que non, on n'est pas d'accord. Néanmoins, on a aussi un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme sur lequel on part, c'est déjà de 1, le paradigme de l'aggradation versus dégradation. C'est-à-dire, nous nous adressons à tous ceux qui croient pouvoir nous dire ce que l'on doit faire alors qu'ils dégradent la nature. Non, vous devriez changer votre manière de faire puisque vous êtes en dégradation. Nous nous mettons en aggradation et de par là même, nous nous sentons bien plus légitimes avec notre manière de faire qu'avec celle que vous voudriez nous imposer. La deuxième partie, c'est aussi quelque chose que tu m'as appris et que j'ai trouvé hyper inspirant, que tu transmets aussi dans d'autres vidéos, c'est ce concept que si je suis propriétaire d'un lieu, en fait, on vit aujourd'hui dans un système féodal, c'est-à-dire qu'on est encore asservi comme l'étaient les serfs au Moyen-Âge. On apprend à l'école que c'était la version antérieure, mais en fait c'est la version actuelle, où on a monsieur le maire, qui en plus change tous les 6 ans. Voilà, le maire change tous les 6 ans et il faut que le maire soit d'accord. Pour faire appliquer la loi. Exactement. C'est une loi qui permet de faire vivre un habitat léger. Ouais. Et comme le maire doit être d'accord, eh ben, soyons honnêtes et transparents, il faut que madame, la femme du maire, soit d'accord. Il faut peut-être aussi que les cousins, les financiers aussi qui donnent de l'argent au maire, soient d'accord. Donc du coup, tout ça, ça fait que moi, je ne suis plus légitime de faire ce que je veux sur mon terrain. Et pourtant, c'est la pierre angulaire, le droit de propriété. Donc ils se basent sur le droit de propriété dans leur ancien paradigme, mais ils ne veulent plus qu'on se base dessus quand ça ne les arrange pas. Exactement. Donc le message qu'on fait passer, c'est « je suis souverain ». Cette version patriarcale de « monsieur le maire me dit ce qu'il voudrait que je fasse », et qu'il s'agisse de monsieur ou de madame l'institution, madame l'administration, eh bien, quoi qu'il arrive, nous sommes souverains et nous ne nous laisserons pas faire pour autant. Donc on a à la fois la capacité de se remettre en question, de rebondir, et la rigidité, la fermeté aussi de revendiquer nos droits, et en fait du coup de rebondir encore plus haut. Est-ce que tu peux nous parler de voilà, cette idée, déjà je vois dans le nouveau paradigme, il y a cette notion de propriété, mais qui est de collectif, fait par association, et peut-être de projets à venir, voilà. Ouais. Nous, on a constaté que le gros problème, donc, c'était la propriété sans usage, surtout. Donc, quand tu vas vouloir générer de l'argent, capitaliser, tu vois, sans même utiliser la ressource. Et même souvent, quand tu es propriétaire de quelque chose, tu as l'impression que tu peux accaparer la chose. Que c'est toi, il n'y a que toi qui as le droit d'y habiter. Et nous, on se pose la question, parce que quand on voit les oiseaux faire des nids sur nos arbres, bah quoi, les oiseaux, c'est des squatteurs, tu vois. Non, mais vraiment, il y a une question sensible comme ça. Et donc, la réponse qu'on apporte à cela, c'est de dire plutôt qu'il y ait une propriété qui appartienne à quelqu'un qui va accaparer la ressource, et ben, y avoir une gestion collective de la ressource. Parce que si on se constitue donc collectivement et qu'on observe ce dont on dispose, et ben, on va pouvoir gérer en bonne intelligence. Je prends un exemple idiot. On sait que notre capacité aujourd'hui, on peut cultiver, elle va être de 5 hectares. Donc 5 hectares, ça va nous permettre potentiellement de nourrir une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes. Et ben, sur le lieu où on va habiter, on va faire en sorte de ne pas être plus de 20 pour gérer collectivement cette ressource. Même chose avec l'eau et un certain nombre de choses. Et en fait, à partir du moment où on va prendre l'ensemble des paramètres, donc à la fois humains et à la fois interespèces et de tout ce qui nous environne, et ben, on va être dans une gestion réfléchie. Et aucun usager ne va vouloir polluer ce qu'il va utiliser directement. Le problème qu'on a dans le monde actuel, c'est que les personnes qui vont polluer la terre, qui vont la détruire, sont celles qui ne s'en nourrissent pas, qui ne l'utilisent pas, et souvent d'ailleurs par des fonctionnements hyper hiérarchiques, tu vois, où tu as aujourd'hui une élite technocratique qui va prendre des décisions standardisées pour tout le pays, tu vois, qui est complètement hors sol. Alors que si tu prends les usagers, les habitants eux-mêmes, qui vont utiliser, qui vont se dire, bah ok, non, effectivement, il ne faut pas qu'on mette de poison sur nos champs parce que ça va aller dans notre eau et que notre eau, on va la boire et que ça va nous polluer nous-mêmes, quoi, tu vois. Bah, si on revient à un système d'autogestion, qui est peut-être une vision plus anarchiste, en fait, mais parce qu'il faut voir ce que c'est l'anarchie. C'est pas le refus d'organisation, c'est le refus d'autorité. L'anarchie, c'est une auto-organisation, en fait. Et donc, bah, ça permettrait finalement d'avoir des sociétés qui soient beaucoup plus harmonieuses parce qu'elles comprendraient
leurs besoins véritables, des besoins superflus, et qui sortirait voilà, d'une destruction à l'égard des écosystèmes, et au contraire d'une domination qui a été faite jusqu'alors pour aller vers une cohabitation. Et je pense que c'est très fort, et le plus gros défi peut-être qu'on a à faire aujourd'hui n'est pas tant de nous intégrer dans la nature, même si on perçoit ça de façon très lointaine encore, c'est très compliqué parce qu'on a acquis des mauvaises habitudes, mais je pense que le plus grand des défis va être de cohabiter, nous entre humains. Et tu vois, ce maire-là, pour qui je ressens parfois une profonde colère, hein, parce que il est agressif, parce qu'il va s'attaquer à notre intégrité et tout ça, et ben au fond de mon cœur, tu vois, j'essaie d'éprouver de l'amour. Et c'est pas facile, hein, mais je sens que tout ce que l'on fait là, ce qu'on accomplit, bah, c'est pour nous tous. C'est à la fois pour nos amis, nos frères, nos sœurs, mais aussi pour nos détracteurs et ceux qui ne comprennent pas ce que l'on fait. Parce qu'on est tous dans le même bateau, qui est la Terre, qui est le monde, et que ce qu'on essaie d'accomplir, il n'est pas simplement pour une partie de la population, mais il est pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc, le plus grand des défis va être de travailler avec amour, en fait, de collaborer véritablement, même avec ceux avec qui on n'aurait pas eu d'affinité, pas d'acquaintance pour le faire. Et moi, je sens que le fait de vivre déjà en collectif, ça m'aide à cela. Parce qu'on ritualise beaucoup de choses au quotidien, à la fois dans les travaux collectifs qu'on va faire, mais dans les célébrations. Et puis ça va créer un lien, en fait, très fort. Mais ça demande aussi beaucoup de temps et d'énergie, donc ça peut être un peu énergivore. Mais c'est véritablement le défi de notre siècle, qui va être de sortir de la domination, à mon sens, du rapport, d'ailleurs, du patriarcat contre les femmes, ou de la domination contre les plus jeunes générations, ou de la domination contre la nature et tout ceci, pour aller vers une entente. Et c'est énorme, parce que moi j'en suis à milieu encore. Je vois que la façon avec laquelle j'engueule ma fille, Lia, tu vois, à longueur de journée, je me regarde, je dis, mais attends, tellement de chemin à parcourir, quoi, pour sortir de ces dominations, pour aller vers tout cela, mais bon, il n'y a jamais un moment où on va dire j'ai réussi de toute façon, tu vois, c'est le chemin, il est permanent, et c'est lui qui est le plus beau d'ailleurs. C'est de là où on part, où on va, et moi, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas besoin de se sentir comme un être réveillé pour agir, au contraire, moi j'ai un respect infini pour la personne qui va se nourrir de junk food à longueur de journée et qui va juste décider demain, bah, ok, je boirai, au lieu de boire 4 sodas, je boirai un soda, tu vois, et faire ce pas-là. Mais de le faire tous les jours par contre. De se réveiller en se disant, aujourd'hui, je serai un meilleur humain que je ne l'étais hier. Et en suivant ce chemin-là, bah, ça va amener à des horizons immenses pour nous-mêmes, mais aussi dans nos actions collectives, parce que évidemment, il y a cette phrase de Gandhi qui dit soyons ce changement qu'on souhaite incarner, enfin incarnons ce changement qu'on souhaite voir dans le monde, mais il y a aussi faisons changer ce monde que l'on souhaite voir prospérer directement. Il y a inter, extérieur, micro, macro, sur lequel on doit travailler véritablement, et c'est bien de le faire sur l'un, mais il faut le faire sur les deux, d'où l'activisme sacré d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont venues là pendant que tu parlais. À un moment donné, tu parlais d'anarchisme. En fait, ce qui me venait, c'est que je pense qu'à la base, la vraie vision d'anarchisme qui a été théorisée, c'était celle que là tu amènes. Et j'ai envie en fait de lier ça à la maturation du processus masculin en nous. C'est-à-dire que le masculin immature amenait un anarchisme forcément qui a fait découler ce côté, on utilise l'adjectif anarchique pour décrire quelque chose qui est mal organisé, mal ordonné, qui est en bordel, quoi, en fait. Et du coup, le concept qui vient réorganiser, réarranger tout ça, c'est le concept d'autodiscipline. Et ce concept d'autodiscipline est très lié au masculin mature, justement. Et c'est quelque chose, justement, que j'ai envie de faire rebondir sur autre chose que tu disais. C'est que par exemple tu parlais de la manière dont tu engueules ta fille. Alors moi personnellement je ne suis pas dedans, donc je ne peux pas voir ni de toute façon, même si j'étais dedans, c'est pas à moi d'apporter un jugement là-dessus ou pas, il n'y a que toi qui sais. Mais la réalité à mes yeux, c'est que le problème du patriarcat, c'est pas le problème que tu sois un père pour ta fille, c'est le problème qu'un système veuille être un père pour nous qui n'en avons pas besoin. Nous devons être nos propres pères, nos propres mères, et nos propres souverains. Et nous n'avons pas besoin ni d'un patriarcat, ni d'un matriarcat, parce que de toute façon, ça nous infantilise et nous ne sommes pas des enfants. Par contre, ta fille est un enfant, elle a besoin d'un père. Ça, c'est complètement autre chose. Mais justement, ça m'amène à cette notion-là, c'est l'ancien et le nouveau. On parle souvent de patriarcat, on a envie de couper la tête au patriarcat. Génial, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc moi je parle de ça, je parle d'autodiscipline, d'autosouveraineté, d'être mon propre père, d'être ma propre mère.
Qu'est-ce qui différencie selon toi le masculin d'avant du masculin d'après? Que ce soit dans le terme masculin général qui est aussi présent chez les femmes, Oui. ou que ce soit chez les hommes. Moi, j'aime bien qu'on en parle chez les hommes, parce que là, on se réunit entre frères, et puis on a beaucoup exploré ce truc-là de rencontrer d'autres hommes, et de voir un peu qu'est-ce qu'il y a, selon toi, peut-être brièvement, mais de différence entre l'homme qui a du succès quelque part, parce qu'il peut avoir du succès dans sa ancienne version ou dans sa nouvelle version, et quelle est la différence entre celui qui a grandi de celui qui fait les choses comme dans l'ancien paradigme, et peut-être pourquoi est-ce que le nouveau paradigme est plus sain, etc. Quelle est ta vision de tout ça? C'est vrai que moi, Caroline, ma femme, et qui m'accompagne sur la désobéissance fertile, me sensibilise énormément à la violence qui est faite contre les femmes, notamment à travers la naissance et l'accouchement, et ça m'a beaucoup ouvert les yeux en fait. Et pourtant, entre la raison et mon comportement, il y a des dissonances, parce que moi, j'ai évidemment un archétype qui est celui de l'homme qui domine le foyer, en fait, qui a le dernier mot, qui va parler plus fort, qui voilà, reproduire des vieux schémas, même si j'ai conscience que ces schémas sont mauvais, en fait, tels que je les ai assimilés. Et donc, pour autant, j'ai l'impression aussi que je le vois dans beaucoup d'échanges avec des hommes qui ont conscience de cette domination, il y a un effacement. Tu vois, ah non, nous on a pris trop de place les hommes, du coup maintenant il faut qu'on se féminise absolument et qu'on dénigre aussi qui nous sommes, tu vois. Et en fait c'est difficile parce que comme on fait vaciller nos archétypes, comme on fait bouger nos anciens modèles, on est là véritablement dans la création d'un nouveau modèle, non pas en devenant amnésique du passé, mais en comprenant les erreurs pour essayer de les dépasser. Donc parfois l'écueil dans lequel on peut tomber, il est de refouler complètement la part de masculin, qui est celle de la détermination ou de la fermeté à certains égards, dans nos propres visées. Mais moi, ce que je découvre aujourd'hui, moi je pense que je suis très masculin dans ma vision dans ma volonté notamment. Voilà, j'ai l'impression que ça c'est vraiment ancré, et j'ai besoin d'acquérir plus de souplesse, plus de légèreté, d'aller avec le vent, d'aller comprendre où va m'amener ce courant-là, de par les signes qui va m'apporter. Et en cela, j'ai l'impression d'être dans une période où j'arrive à me réconcilier avec cet être féminin en moi. Ça s'opère par plein de façons, parce que c'est par le chant, par la danse, par voilà, la reconnexion à son être profond. Et qui sont des choses encore très jeunes et pour lesquelles je suis un peu inconfortable parfois, tu vois, qui me rendent toujours un peu mal à l'aise, mais pour lesquelles j'acquiers beaucoup plus quand même de confiance. Mais voilà, tout l'enjeu à mon sens entre l'ancien masculin et le nouveau masculin, il est de pouvoir conserver certains enseignements très forts en fait, qui sont des initiations. Nous, d'hommes que nous vivons, comme par exemple ce que je vis à travers le fait d'être père, mais le fait de suivre déjà son propre chemin et s'émanciper de son propre père, toutes ces choses-là, et aussi d'accepter en nous cette vulnérabilité, cette faiblesse parfois un peu qui va arriver, et d'en savoir que c'est une force, et d'aller vers cette notion d'amour qui parfois nous fait peur, parce qu'elle induit de retirer notre carapace, de retirer nos armures, et de nous montrer tels que nous sommes réellement, et non pas ce que on voudrait être pour nous protéger nous-mêmes. Et je pense que voilà, c'est un défi énorme que je me permets de faire avec toi, mais je ne me permets pas de faire avec beaucoup de monde en fait, tu vois. Donc voilà, mais je pense que c'est une question que tu as mieux explorée que moi d'ailleurs, cette question de... Oui, c'est pour ça que j'aime la poser et avoir des retours comme ça, parce que c'est quelque chose que j'ai pris, tu verras quand tu exploreras le Kybalion, justement celui dont on parlait, que c'est une des grandes lois, c'est un des grands axiomes alchimiques, c'est que non seulement tout a une double polarité, mais en plus c'est un autre axiome alchimique que c'est aussi une caractéristique de tout, que c'est dans une version masculine et féminine. Tout a ces deux versions. Et cette chose-là fait que c'est devenu un prisme pour moi, un prisme à travers lequel je vois la réalité. Vraiment, il y a une espèce de transmutation assez automatique dans ma perception des choses, de regarder les choses à travers ça. Et la manière dont je conçois les choses est très très proche de ce que tu viens de dire. À savoir qu'à mes yeux, l'ancien masculin est très très parti
dans un extrême qui lui a fait perdre tout contact avec sa féminité. Notamment par exemple avec les émotions. Voilà, genre, même si mon travail est de faire une reconnexion au masculin, eh ben, il va devoir se faire par aussi une reconnexion au féminin. J'entendais par exemple un homme très inspirant qui coach depuis 22 ans des hommes dans la reconnexion à leur sexualité, spiritualité en tant qu'homme, quoi. Et qui disait que lui, son éveil au masculin s'est fait un jour où il est parti danser, alors c'était ecstatic dance, hein, et il y part avec la volonté de se connecter avec son féminin. Il y va avec un quartz rose dans la poche, en se disant je vais danser le plus féminin possible aujourd'hui. Et il s'est retrouvé avec le canal ouvert à une énergie de guerrier total. Il s'est retrouvé à faire sortir ses muscles, à taper du pied par terre, tel un guerrier qui fait un haka, quoi. Et il dit que, et je suis vraiment d'accord avec ça, c'est ce jeu des polarités, il se fait comme ça. Il se fait aussi par le fait d'appréhender, d'accepter et d'embrasser la part de vulnérabilité. Je touche à la force. Par la part de féminin, je touche à la part de masculin. Et c'est exactement une notion de remise en question, en fait. C'est si je me sens déjà puissant, alors si je remettais en question les choses qui, au fond de moi, me font me sentir vulnérable. Si j'allais voir ces choses-là, si j'acceptais de faire un petit peu le chemin inverse. Et du coup, je pense que pour vraiment résumer la chose, dans tout le travail que je fais, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que oui, l'ancien masculin doit faire un peu le premier pas, c'est-à-dire c'est un peu, si on se disait la première chose qui a été créée, c'est nécessairement le féminin. Tous les hommes viennent d'une femme. Si je vais au plus profond de moi et que j'arrive à remonter, on fait des fois dans des travaux de breathwork, un peu les respirations qu'on faisait tout à l'heure, ça peut aller tellement loin qu'on peut remonter au moment de la naissance. Si je remonte au moment de la naissance, ce travail-là, il m'amène à quoi? Il m'amène à retrouver une femme, il m'amène à retrouver ma mère. Et au-delà de ça, notre espèce, si elle remonte, elle va retrouver la terre, elle va retrouver le féminin. Nécessairement, c'est le 1, c'est la première étape. Et ensuite vient le masculin. Donc du coup, première chose, à mon avis, cet ancien homme très patriarcal, très fort, des fois on peut parler soit de celui qui va carrément faire la guerre, soit de celui qui va conquérir sur les marchés financiers, des choses comme ça, voilà, qui au lieu d'être un roi est un conquérant, eh bien, qui se connecte d'abord avec son féminin, qui fasse ce travail-là de guérison, parce que le féminin guérit en fait, le féminin vient permettre de pleurer, permettre de toucher à ces émotions qui viennent dans ce mouvement fluide et voilà, venir vraiment apporter cette douceur de la mère à lui-même et à cet enfant qui en fait est blessé et qui réagit par force à cause de ses blessures. Et puis ensuite, parler à tous ces hommes qui ont déjà fait ce travail et qui se trouvent hyper féminisés. Un des symptômes énormes de ça, c'est de ne pas savoir où je veux aller, c'est d'avoir du mal à faire des choix, c'est d'être absolument inimpactant dans le monde autour de moi, c'est-à-dire ah oui, je me suis reconnecté avec beaucoup de fluidité à l'être à l'intérieur de moi, mais du coup maintenant je suis. Et je suis, c'est tout. Et oui, en effet, on a fait une course pendant peut-être des siècles, peut-être des millénaires, j'en sais rien, à devoir faire, devoir avoir pour être. Apprenons à être sans avoir à faire, sans avoir à avoir. Et une fois qu'on a appris à être sans avoir à faire, sans avoir à avoir, réapprenons à faire et à avoir en étant. Et là, qu'est-ce qui émerge? Eh bien, le nouveau monde. Et il pourra ressembler au rêve de tous. C'est à chacun de venir le définir, c'est pas à moi. Moi, je peux avoir ma projection de ce rêve, et c'est ce qui me pousse vers l'avant, et très proche du tien. Et je pense qu'à la fin, peut-être, on se rendra compte qu'on a tous le même. C'est un monde en harmonie, en fait. Ah oh, magnifique. Franchement. Je te remercie énormément, frère. Wow. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, c'était une pure richesse, en fait, cet échange, et une nourriture incroyable. Donc, merci d'avoir créé ce format, de nous avoir permis d'échanger ensemble. Voilà. C'est très précieux, et je sens que en ta présence et en ce que l'on vit, je grandis beaucoup, en fait. Merci beaucoup, moi aussi. Et franchement, je crois que c'est une des qualités principales, c'est d'être au service. Une fois qu'on a ce point plus loin, on s'y met au service, et puis c'est pas moi, Alexandre, qui fait ça, c'est pas toi, Jonathan, qui fait ça, c'est nous qui nous laissons faire, et du coup, qui pouvons au service faire des choses qui, genre, moi, ça m'impressionne. Sincèrement, merci, vraiment, je me sens honoré de pouvoir faire ça avec toi, et honoré de le faire
avec toi pour, je sais même pas à quel point c'est grand, pourquoi, et ça me touche. Merci frère. Merci à toi mon frère. Je t'aime. Moi aussi je t'aime.